Bienvenue sur Radio Ballast pour notre troisième et dernier podcast sur l'endométriose. Nous allons maintenant attaquer le sujet de la vie professionnelle, l'impact que ça a sur donc la vie professionnelle et la réponse de l'entreprise à ses salariés. Je vous propose d'écouter directement les témoignages et nous en débattrons juste après. Effectivement, les témoignages, donc c'est trois mêmes collègues depuis le premier podcast, donc Vanessa, Sherazade et Mélina. Voilà, c'est parti. Alors son rapport, forcément, quand on a mis un nom sur ma maladie, ça a entraîné beaucoup de choses. Donc la FIV, comme je disais. Donc par rapport à la loi de 2016, je me dois de, si je veux profiter de cette loi, entre guillemets, il faut que j'avise ma direction pour que je puisse être libérée pour mes différents rendez-vous, mes prises de sang. Donc j'ai avisé officiellement ma direction pour leur dire que voilà, je vais être amenée souvent à être convoquée pour des prises de sang, des rendez-vous gynécologiques, dans le but d'avoir un enfant. Et donc officiellement, ils étaient au courant. Et ils ont joué le jeu, ils m'ont libérée. Dès que je leur disais que je devais partir, on me laissait partir, il n'y avait pas eu de souci. Là où c'était problématique, c'était que pour essayer de rester professionnelle et d'embêter le moins de personnes avec mon problème qui n'était pas encore bien connu, donc impossible de vraiment en discuter, j'ai fait mes injections dans le train. Donc j'avais des injections, vu que c'était à l'heure précise. Donc se désinfecter, trouver un endroit isolé, se désinfecter la cuisse, donc forcément retrait du pantalon, pour pouvoir faire mon injection. Donc ça a entraîné un grand stress, surtout qu'en fait ça s'est fait en plein été. Donc bien s'assurer que le sac isotherme était bien isotherme et était bien frais, parce qu'on était monté dans les trains quand même à 40-45 degrés souvent. Donc de là, c'était très stressant. Mais ils ont quand même respecté la loi en me libérant à ce moment-là, jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. J'étais très folle de joie que ça ait fonctionné. Et là, par contre, on ne rentrait plus dans la loi de la FIV de 2016, vu que j'étais enceinte. Donc ça ne rentrait plus dans ce cadre-là. Donc ça rentrait dans le cadre d'une grossesse normale pour eux, tandis que non, une grossesse par FIV, dans mon cas avec l'endométriose, c'était une grossesse à risque. Donc ils en étaient tout à fait conscients. Et ça m'a créé énormément de stress, donc j'avais peur de prendre le train, j'avais peur de prendre des coups, une éventuelle agression, les accoudoirs, tout me faisait peur, les vibrations du train, en me disant que c'était peut-être ma seule chance d'avoir un enfant, donc il fallait que je mette toutes mes chances de mon côté. Et j'ai demandé à bénéficier d'un service doux, un service aménagé pour finir ma grossesse dans de bonnes conditions. De là, ça m'a été refusé, étant donné que pour eux, c'était une grossesse. Ils n'ont pas voulu entendre que c'était une grossesse à risque. Donc, ils voulaient me mettre en accueil embarquement, au lieu de me mettre comme toutes les autres femmes avant moi dans un bureau pour aider le côté administratif. Donc, c'est en suivi une bataille avec la direction pour justifier. Mais bon, ils ont fini, on va dire, par un peu lâcher prise. Mais sans vraiment venir me voir, ils ont maintenu quand même. Donc je n'ai aucune bienveillance vis-à-vis de ma situation. Au contraire, ils ont essayé de me mettre dans des situations encore pires. Donc j'ai décidé de rester même dans les trains, ce qui a choqué beaucoup de personnes, voire même des clients, de voir que je suis restée jusqu'à mes 7 mois dans les trains. Donc non, l'entreprise, pour moi, par rapport à ça, elle n'a pas bien réagi. Parce qu'une FIV, d'accord, une grossesse, d'accord, mais tout était dû à mon endométriose. Sinon, il n'y aurait pas eu de FIV s'il n'y avait pas eu d'endométriose. La dernière fois que j'étais en arrêt, donc c'était au mois de janvier, j'ai reçu un contrôle du coup de la CPR. Et j'ai culpabilisé parce que je me suis dit ça y est, ça va recommencer et que on va m'avoir dans le collimateur, que je suis le genre d'agent qui s'arrête pour un rien peut-être, mais je me dis que j'ai dépassé le stade d'une personne qui s'arrête que quand elle est malade. Du coup, forcément, quand je me mets en arrêt, je perds une journée. Quand je pose des congés, pour ça, forcément, ça m'enlève une journée pour mes congés perso, pour aller en vacances. Et voilà, quoi. Et je suis assez anxieuse quand j'appelle la commande en disant je vais pas être là aujourd'hui. J'ai l'impression
que je dois toujours me justifier. Donc évidemment, je mens, je dis que j'ai mal au dos, par peur qu'on ne me comprenne pas. Donc j'ai jamais dit que j'étais absente pour ça. Quand j'appelle la commande et que je compose le numéro, j'appréhende en fait la réaction de l'agent en disant je suis désolée, je ne serai pas là aujourd'hui, je suis malade, j'ai mal au dos, de trouver une excuse ou de bugger au moment où je parle. Voilà. J'ai l'impression que l'employeur s'en fiche de savoir si j'ai une maladie ou pas. Si la maladie prend le dessus sur le travail que je fais. Par exemple, quand j'ai eu ma grosse crise au mois de décembre, j'ai appelé ma CPST le dimanche, où il n'y avait pas de médecin, rien du tout. J'ai appelé en pleurs, en train de vomir, en disant que je ne pouvais pas travailler. Et j'ai eu un opérateur de la CPST qui était très sympa, qui a compris ma douleur, ma souffrance, qui était compréhensif et qui a réussi à combler mon manque et à gérer ma journée. Alors, comparé au lendemain où j'ai rappelé en disant que je ne me sentais toujours pas bien, j'ai eu un chef qui était tout l'inverse de la veille, qui m'a dit qu'il voulait seulement un arrêt et rien d'autre. Tout ce qu'il m'a dit, c'est je veux un arrêt, sinon tu viens travailler. Et je me suis sentie délaissée, blessée de savoir qu'en fait il ne comprenait pas et ne cherchait pas à savoir. Et toute la différence avec mon ex-employeur qui juste essayait de me rassurer et de me dire que le temps que je me sentais bien, que je pourrais revenir travailler quand j'étais mieux et que je lui expliquerais la situation en temps et en heure. Et donc j'ai été arrêtée 15 jours. Et au bout de ces 15 jours, je suis revenue, que ça soit les chefs ou la CPSC devant, étaient très 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 froids avec moi. J'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de mal, que presque j'ai fait exprès de m'arrêter 15 jours pour être en vacances, alors que c'était 15 jours de douleur, de souffrance. Et j'ai beaucoup culpabilisé parce que presque on me mettait en retrait alors qu'avant tout se passait bien. Et je me suis sentie mal parce que j'ai l'impression que c'était moi qui étais en faute. Alors je n'avais rien fait de grave à part être mal pendant 15 jours. Eh bien, suite à ces 3 témoignages, je pense qu'il y a en tout cas quelque chose qui ressort vraiment, c'est que l'entreprise n'en a rien à faire. Et au contraire, ferait même carrément culpabiliser les agents, quoi. C'est vrai que t'es plutôt poli, moi je veux dire l'entreprise en a rien à foutre. Oui, c'est vrai qu'au niveau de ces témoignages, ou même au niveau des échanges qu'on a pu avoir, parce que Vanessa, donc la collègue qui a effectué une FIV, s'était tournée vers moi pour essayer de l'accompagner auprès de la direction pour essayer de trouver justement un aménagement sur ses conditions de travail, puisque il était de coutume à la SNCF, en tout cas à Paris-Saint-Lazare, de permettre aux personnes qui médicalement étaient inaptes, ponctuellement, enfin généralement plutôt ponctuellement, d'être en service doux. En service doux, c'est-à-dire qu'en fait c'est un agent qu'on sortait des trains et que l'on mettait sur un poste plus adapté à sa pathologie. Par exemple, elle, effectivement, quand elle disait dans son témoignage être dans les bureaux, effectivement, quand on a une personne qui a une grossesse difficile, qui déjà enfante par miracle, c'est pas la Vierge Marie mais pas loin, et qu'au derrière on va lui demander de rester debout en position stationnaire sur la plateforme à faire les 100 pas auprès des voyageurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'elle fasse une fausse couche? Enfin, à un moment donné, ça se demandait s'il n'y a pas un acte de malveillance de la part de la direction. Mais là on a l'impression que c'est de la mise en danger à autrui, hein. Là, je ne suis pas cheminot, je ne travaille pas dans l'entreprise, mais clairement, à la suite de ces témoignages, moi, je suis en colère. Je suis en colère parce que on voit le premier témoignage où ils mettent en danger une grossesse, où c'est expliqué et en plus, ils vont forcer 32 semaines, donc 7 mois de grossesse, être dans des trains debout, mais non, c'est juste pas possible. Et le dernier témoignage où derrière, il y a du harcèlement, on montre du doigt, la personne culpabilise
culpabilise, elle est limite en pleurs au niveau du témoignage. Ah mais moi je suis scandalisée par... Vraiment, ça me... Concernant La Vanessa... culpabilité sur la troisième, en tout cas, ça c'est clair, Ah oui, c'est oui, avéré, totalement. c'est Ah, mais oui. totalement... Et c'est impressionnant. Enfin, non, c'est dégueulasse. Concernant Vanessa, ce qui est d'autant plus ironique, c'est qu'elle a donc fait le choix de rester dans les trains, parce qu'en étant dans les trains, elle pouvait s'asseoir dans le local de service, ce qu'on lui refaisait en service doux. Ouais. C'est-à-dire qu'elle demandait à faire du travail de bureau, pouvoir être assise, faire l'administratif. Il y a plein, j'imagine, plein de tâches qu'elle aurait pu réaliser. Et on lui dit non, écoute, tu vas en plateforme parce que pas de traitement de faveur, donc c'est ce que tu vas faire. Et le pire, c'est que les interlocuteurs que j'ai eus, ce sont des interlocutrices. C'est ça qui est le plus incroyable. Mais c'est souvent ça. Les femmes sont souvent limite plus misogynes que les hommes. Ouais. Et donc elle a choisi de rester dans les trains pour pouvoir s'asseoir. Alors qu'elle a été fair-play, parce qu'elle aurait pu tout simplement s'arrêter, être chez elle et puis pour profiter tranquillement de sa grossesse. Elle était volontaire pour continuer le travail. Elle demande un aménagement de poste et c'est... Enfin non, c'est... Et concernant effectivement la dernière sur cette culpabilisation, oui, elle est certaine. Je veux dire... c'est une agent qui a été pointée du doigt, qui a été reçue par sa manager, qu'on a qualifiée de gamine, parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est que sa mère a téléphoné pour elle parce qu'elle était sous morphine aux urgences. Elle était pas en état de téléphoner, en tout cas, et de prévenir son employeur. Et le manager à la commande du personnel a envoyé paître la maman et a expliqué que sa fille était une gamine et qu'il fallait qu'elle apprenne à se gérer comme une grande. À un moment donné, au niveau de la SNCF, on a ce qu'ils appellent maintenant la maison SNCF. Bon, ça reste du pipeau, mais bon, ils racontent sur un beau papier blanc, ils disent la maison SNCF, et dans la maison SNCF, il y a des piliers qui permettent à la maison de tenir debout. Et parmi ces piliers, il y a le facteur humain. Voilà, il y a un petit souci. Dans ces 3 témoignages-là, le facteur humain, je le vois pas. Non, effectivement. Et on a encore un point sur lequel qu'on n'a absolument pas abordé, c'est le côté financier aussi, sur la perte de salaire, sur la perte d'énormément, en fait. Effectivement, Marine pourra peut-être rebondir dessus, mais c'est mi-février, je crois, de mémoire, la France Insoumise avait fait une proposition de loi, oui, je crois une proposition de loi, si ma mémoire est bonne, de façon à faire reconnaître... comme une ALD, l'endométriose. Alors une ALD 31, le problème c'est que c'est une ALD fourre-tout, qui est soumise, je pense, à plus ou moins d'interprétation. Bien expliquer ce que veut dire une ALD. Oui, une affection de longue durée. Une affection de longue durée. Donc ALD 31, qui est un peu une ALD fourre-tout, on va trouver peut-être l'endométriose, comme on trouvera, ce qui me concerne, le transsexualisme, la dysphorie du genre, sur le terme médical, et ce qui serait peut-être un peu délicat, si c'était ça, mais il faudrait peut-être plutôt la reconnaître comme une véritable ALD, une ALD à part entière, avec pour le coup une reconnaissance quasiment sûre. Puis l'ALD permettrait une reconnaissance médicale et derrière du coup forcément une reconnaissance par l'employeur, par la famille, par l'entourage. Et ça, je pense que, vu vraiment les 3 derniers témoignages, ça serait réellement nécessaire. Et tu parlais de la perte de salaire, et l'ALD, l'avantage c'est qu'on ne perd pas d'argent. Tout à fait. C'est pour ça que nous, en tout cas au niveau de la CGT, on revendique un petit peu comme sur le modèle de certains pays européens ou de certaines entreprises, c'est la mise en place, alors soit d'un congé menstruel, comme ça existe. Ce qu'il faut dire, c'est comme il y a des PME, des petites entreprises qui sont des startups, qui arrivent à mettre en place le congé menstruel, qui donc prennent à leurs frais l'absence de ces salariés-là, qui ne représentent entre guillemets, j'insiste bien, que environ 10% de la population féminine. Elles arrivent à le faire. Je ne vois pas en quoi la SNCF ne serait pas capable, dans un acte de bienveillance, de proposer ça à ses salariés, qui d'autant plus sont parfois sur des métiers comme la conduite, comme le contrôle, comme les métiers dans les voies, etc., dans des situations où cette maladie serait contraignante et handicapante. Donc, tant que c'est pas reconnu en LD, nous, au niveau de la CGT, ce qu'on revendique, c'est la création d'un congé supplémentaire qui viendrait éviter à cette salariée d'être péjorée sur le jour de carence. Ça serait absolument pas déconnant. Non, totalement. En rappelant quand même que c'est une maladie chronique. Donc, elle reviendra tous les mois, systématiquement. Et tout le long de la vie jusqu'à la de la ménopause. femme tant qu'elle a ses règles, oui. Et donc toute sa carrière.
Et rappelons vraiment aux femmes que c'est pas une fatalité dans le sens où elles peuvent être aidées d'un point de vue médical. Enfin voilà, qu'elles hésitent surtout pas. Soit alors nous voir en tant que sage-femme pour un rôle de dépistage parce qu'on dépiste, on est dans la physiologie et derrière qu'elles aillent voir gynécologue, médecin traitant parce que derrière elles peuvent être suivies et je pense que si déjà elles sont entendues et écoutées, derrière c'est un premier pas en tout cas pour avoir un petit peu plus d'humanité dans ce genre de situation. Et sensibiliser un petit peu plus, à mon avis, les hommes sur le sujet parce que c'est assez méconnu. Alors les hommes et les femmes, parce que comme on voit que du coup, la plupart des femmes... il suffit qu'une femme ait des règles peu douloureuses et normalement, toutes les autres femmes n'ont pas de règles douloureuses. Donc c'est là où, malheureusement... Pas créer d'amalgame et justement et bien comprendre que ça touche une femme sur 10, donc forcément 9. Et que c'est pas dans la tête. Ouais. Et que, et être... humain, c'est important. L'humain, oui. Oui, l'humain. Ce serait pas mal. Ça serait une bonne idée. Bon voilà qui conclut nos podcasts. Oui, en espérant que comme Marine dit, ce n'est pas une fatalité, et en espérant que le message ait été bien entendu. Je pense que toute maladie physique est déjà difficile, mais si derrière on arrive à accompagner, forcément derrière à l'heure actuelle, on ne guérit pas l'endométriose, parlons réellement, mais si derrière il y a un peu plus d'humain, un peu plus d'accompagnement, je pense que ce genre de femmes vivront déjà nettement mieux la situation, n'auront pas peur d'appeler leur employeur en pleurs, n'auront pas peur quand elles commencent à peine à sentir les douleurs, à se dire comment je vais faire, parce que si on enlève rien que ce facteur de stress, derrière forcément la situation sera nettement plus favorable pour elles. Tout à fait. En fin de podcast, sur la description des vidéos, nous mettrons donc les documents avec lesquels nous avons travaillé. Donc le livre blanc sur l'endométriose et l'emploi qui a été notamment travaillé par l'association Endo France. Le livret du ministère de la Santé. Nous mettrons également des liens vers des podcasts qui ont permis de préparer ces podcasts. Donc on en verra vers d'autres podcasts qui cette fois-ci sont de France Inter et qui sont extrêmement bien travaillés. Et j'espère que ça aura libéré la parole des collègues et de toute femme qui serait susceptible de tomber sur ces vidéos, quel que soit leur métier. Parce que si aujourd'hui, David et moi, nous sommes cheminots, tu es profession libérale, mais ça concerne aussi tout le monde, toutes les femmes et les Absolument. accompagnants. Merci à vous. Merci.